Made in Savoie, un podcast qui vous est proposé par Mordu de Savoie. La Savoie, moi j'y crois, une terre où vit un peuple fier, entre les montagnes et les rivières, les croix de Savoie sont toujours là. Dans Made in Savoie, je reçois Claude Dufour, qui est le fondateur de l'association Savoie Live et du site savoie.live, un passionné du patrimoine et de l'histoire de la Savoie. Il organise également des conférences à travers les 2 départements. Bonjour Claude Dufour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel est votre parcours, Claude Dufour? Alors, donc j'ai 56 ans, je suis né à Évian-les-Bains. J'ai travaillé longtemps dans la communication et la publicité. Maintenant, je suis en Suisse dans les télécoms. Et donc j'ai 2 enfants qui ont 18 et 20 ans. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je vous en dirai peut-être un peu plus après sur comment je suis arrivé à la Savoie un jour. Oui, donc justement, vous êtes le président et fondateur du site Savoie Live. Est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que c'est Savoie Live exactement? Alors, à l'origine, Savoie Live, donc l'origine, c'est il n'y a pas si longtemps, pour finir, puisque j'ai rencontré l'histoire de la Savoie, où la Savoie m'a rencontré il y a 5 ans, à peu près. Donc, moi, j'ai 56 ans, donc pour finir, c'est assez tard. Et lorsque j'ai découvert en fait que la Savoie n'était pas simplement 2 départements français, mais que la Savoie avait une histoire riche et absolument extraordinaire, j'ai décidé de me consacrer à cette histoire. Dans un premier temps, d'apprendre cette histoire de Savoie. Et donc, au démarrage, quand j'ai voulu apprendre l'histoire, moi je suis de la vieille école, donc j'ai commencé par chercher une frise historique sur Internet. Comme je suis un féru de communication et d'Internet, j'ai cherché à apprendre l'histoire en me disant tiens, je vais prendre une frise comme on apprenait à l'école quand j'étais enfant. Et comme j'ai pas trouvé de frise historique, en tout cas facilement accessible, de manière très très limpide, je me suis dit la première chose qu'il faut faire, c'est déjà faire cette frise historique. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, je suis tombé dedans, on va dire, tardivement, sur l'histoire de la Savoie, puisque je voulais apprendre cette histoire, puisque je la connaissais pas. Et donc de fil en aiguille, le premier travail que j'ai réalisé, donc c'est cette frise historique qui fait 3 mètres de long et qui retrace les 1000 ans d'histoire de la Savoie. Alors bon, c'est un travail qui se fait pas en un claquement de doigts, bien évidemment. Ça m'a pris un petit peu de temps pour réaliser ce document. Et à partir de là, on va dire qu'un peu les choses se sont enchaînées. Donc j'ai souhaité donc créer un site internet pour partager ces informations, parler de l'histoire de la Savoie, faire connaître cette histoire qui moi m'a absolument décoiffé, puisque on est loin d'imaginer toute la grandeur qu'a connue ce pays au cœur de l'Europe et du Saint-Empire. Et donc, lorsque j'ai voulu créer le site internet, j'ai cherché un nom qui se voit simple à retenir. Il y avait ce nom de domaine, savoie.live. C'est une nouvelle extension de nom de domaine. J'ai trouvé ça bien. Je me suis dit tiens, la Savoie vivante, voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. C'est comme ça qu'est né donc le site savoie.live, qui au départ est un site d'information centré sur l'histoire pour partager justement cette frise historique. Et donc, de fil en aiguille, ce site internet a pris un peu d'épaisseur. De la frise historique, on m'a demandé ensuite, on m'a dit ça serait bien que tu fasses des conférences pour nous expliquer cette histoire, maintenant que tu as fait un document de travail. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire des conférences pour présenter ces 1000 ans d'histoire. Alors c'est pas facile de résumer 1000 ans d'histoire en 1h30, mais bon, ça doit faire partie des aptitudes qui sont les miennes. J'ai fait beaucoup de présentations dans ma vie. Comme je l'ai dit, je travaille dans la publicité, donc j'ai essayé de mettre mes compétences et ce que j'avais appris durant ma vie professionnelle au service de cette noble cause. Et donc de conférence en conférence est né donc au mois de septembre l'année dernière, puisque les choses commencent à devenir beaucoup plus volumineuses.
J'ai décidé donc de créer une association qui porte ce nom, Savoie.live. Donc maintenant, Savoie Live est une association dans 1901, dans laquelle sont entrés mes 2 enfants au niveau du bureau des fondateurs pour faire fonctionner l'association. C'était ma volonté première, hein, c'était surtout de transmettre cette histoire et qu'il n'y ait pas de rupture comme moi j'ai pu connaître ou comme mes parents ont pu connaître, puisque en fait, eux, ils n'ont plus eu accès à l'histoire. Et donc, moi, je voulais rétablir un petit peu tout ça et transmettre à destination de mes enfants. Donc, c'est ce que j'ai pu faire avec cette association. Donc, voilà un petit peu pour expliquer la genèse de ce site internet Savoie.live qui maintenant est une association LO 1901. Alors, vous êtes né à Évian, donc Oui, vous avez vécu en Savoie donc durant toutes ces années, et vous êtes passé à côté de l'histoire finalement. Parce que vous me dites donc il y a seulement 5 ans, on va dire que vous êtes vraiment intéressé. Donc c'est-à-dire que pendant tout ce temps, vous étiez en Savoie, mais vous êtes ouais, passé à côté de ces 1000 ans d'histoire. Enfin, voilà ah oui. comment vous expliquer un petit peu ça. Alors bah ça c'est pas c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Donc moi je suis né en Savoie, alors je vais dire en Haute-Savoie pour que les gens comprennent, bien qu'il n'y ait qu'une seule Savoie, hein, celle qui est composée de nos 2 départements et encore bien au-delà, si on reprend le périmètre de la Savoie historique. Mais comme beaucoup en fait de gens qui sont nés sur ce territoire, en fait l'histoire de la Savoie, elle n'est pas enseignée. Elle n'est plus enseignée depuis 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc cette histoire, elle est tombée dans les oubliettes. C'était un moment aussi où nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont rejoint la France en 1860, on leur a demandé des efforts conséquents pour s'intégrer à la République française. Donc on a mis un peu de côté cette histoire de Savoie. Donc moi, quand j'étais à l'école et qu'on apprenait un peu ces périodes du Moyen Âge et ainsi de suite, je me souviens de ma prof d'histoire au collège qui m'avait dit, avant ici vous étiez italien. Voilà, comme on répond souvent quand on veut se débarrasser de cette question autour de la Savoie, on nous explique qu'avant nous étions italiens. Donc c'est hélas quelque chose d'assez récurrent, hein, c'est que effectivement on ne sait pas que avant de rejoindre en 1860 donc la République française par un traité de cession qui a été signé à Turin, la Savoie n'a jamais été italienne et pour cause, l'Italie n'existait pas. L'Italie moderne telle qu'on la connaît n'existait pas. L'Italie sera constituée en 1861, donc 1 an après le traité de cession. Et oui, nous avions des liens avec les terres en Italie. La Savoie possédait une partie, déjà le Val d'Aoste dès sa création, le Piémont faisait partie de la Savoie également. Euh, Dès le XIIIe siècle, le comte de Savoie va se marier avec Adélaïde de Suse, et donc qui va faire entrer dans la maison de Savoie donc un marche de Turin et donc le marquisat de Suse. Et donc, bien sûr, on est à des choses très liées au territoire de l'Italie, mais qui n'était pas un pays unifié tel qu'on le connaît aujourd'hui à cette époque. Et on finira par prendre le titre de roi de Sardaigne, qui est encore une partie de cette Italie moderne, qui conférera au duc de Savoie un titre royal. Mais l'ancrage est bien effectivement sur ce qui est nos deux territoires actuels que sont la Savoie et la Haute-Savoie, et sans oublier Nice, bien évidemment, puisque Nice, pareil, va rejoindre donc la maison de Savoie et les États de Savoie dès 1388. Donc c'est assez fou quand même que cette histoire, elle soit passée sous silence, qu'on ne nous explique pas à l'école. Non, avant on n'était pas italien, avant nous étions des Savoisiens, tel que le veut le terme, hein. Des sujets du royaume de Sardaigne ou du duché ou du comté de Savoie en fonction des, des époques auxquelles on remonte. C'est une histoire qui est très longue, puis qu'elle va commencer en 1032, donc ça fait bientôt 1000 ans d'histoire, hein. C'est d'ailleurs le titre de ma conférence. Mais c'est assez fou. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a motivé pour finir à m'intéresser à cette histoire, c'est que indépendamment de toutes les considérations que l'on peut avoir, l'histoire c'est l'histoire. Et je pense qu'on peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient.
C'est donc absolument dramatique aujourd'hui de ne plus transmettre cette histoire. Alors c'était aussi une volonté de la République française au lendemain de la Première Guerre mondiale d'unifier les territoires euh, nouvellement ajoutés à cette République pour faire plus qu'un seul pays, hein. Mais il faut quand même savoir qu'entre 1860, qui est le moment où la Savoie va être cédée donc à la République française, en tout cas à Napoléon III, plus que la République française, hein, puisque c'est comme ça que le contrat de cession a été signé. Hein, donc la Savoie sera cédée à Napoléon III. Après 1860, l'histoire de la Savoie était enseignée en Savoie. Donc on enseignait aux enfants de Savoie l'histoire, leur histoire millénaire et leur parcours au cœur du Saint-Empire et tous les souverains, hein, donc euh, qui se sont succédés jusqu'en 1860. Et puis cette histoire, eh ben, elle sera effacée en 1919. Donc au lendemain de la guerre mondiale, avec d'ailleurs la neutralité de la Savoie au passage, hein, dans l'accord de Versailles, hein, où on supprimera de manière unilatérale entre la France et la Suisse la neutralité helvétique. Eh ben, en 1919, tous les livres d'histoire qui étaient présents sur le territoire seront rassemblés dans les cours d'école et seront brûlés. Et à partir de là, on nous expliquera que nous étions des Italiens avant 1860. Voilà. Donc, hélas, et c'est un peu le travail que fait Savoie Live et d'autres, hein, c'est de faire savoir que la Savoie n'était pas italienne, loin de là, qu'on a des liens très forts avec beaucoup de régions d'Italie, bien évidemment, puisqu'elles ont fait partie de la maison de Savoie pendant longtemps, mais qu'avant 1860, la Savoie était un pays depuis presque 1000 ans, depuis 860 ans. Voilà. Est-ce que vous aviez une appétence pour l'histoire en général, pas forcément de la Savoie, mais avant justement de découvrir tout ça, est-ce que vous aviez une appétence pour l'histoire quand même française, européenne peut-être, ou pas du tout? Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, je me suis toujours intéressé à la géopolitique, en tout cas, ça c'est sûr. Mais j'avais pas déjà, j'ai pas fait un parcours tourné vers l'histoire, hein, puisque un parcours technique. J'ai fait un bac technique et un BTS automatisme industriel dans la vallée de l'Arve, hein, donc à Cluse. J'ai travaillé dans l'industrie, donc loin de moi l'idée de basculer un jour et de plonger complètement dans cette thématique qui est l'histoire. D'ailleurs, j'en profite. Je salue au passage Monsieur de Paris, puisque c'était mon prof d'histoire à l'école à Cluse. Et je l'ai recroisé de temps en temps. Et c'est assez drôle en fait, parce qu'effectivement, on était assez détachés, hein, en filière technique. Bon, l'histoire, c'était pas notre matière de prédilection. Voilà, donc non, rien ne me prédestinait à me spécialiser ou à m'investir en tout cas dans la thématique de l'histoire. Monsieur de Paris, donc, qui est présentateur de La Place du Village. Voilà. Donc, comme ça, Absolument, le petit clin d'œil. absolument. Alors, Savoie Live, c'est aussi une collection, notamment d'objets. Enfin, c'est vraiment spectaculaire ce que vous arrivez à proposer comme objet historique autour de l'histoire de la Savoie, et de la Savoie historique. Comment vous faites pour dénicher toutes ces perles historiques? Alors effectivement, si je reprends la chronologie donc de ce que je vous ai dit, après m'être intéressé, comprendre l'histoire, apprendre l'histoire, communiquer l'histoire, j'ai commencé à collectionner un premier objet. Euh, et donc la première pièce de collection que j'ai acquise, c'est une pièce de monnaie. C'est un quart de gros qui a été frappé en 1420 sous Amédée VIII et qui correspond au début de l'ère du duché de Savoie, puisque la Savoie deviendra un duché en 1416. Et donc ça, c'est ma première relique, mon premier objet, parce que je voulais posséder quelques éléments qui illustrent cette histoire. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu. D'une pièce, j'en ai acheté une seconde, et d'une seconde pièce, j'ai commencé à acheter un livre, ainsi de suite. Alors, la plupart des acquisitions que j'ai effectuées, pendant en tout cas 2 bonnes années, voire 3 années, c'est des acquisitions que j'ai faites au travers de ventes aux enchères.
Donc, alors, l'intérêt, ou en tout cas l'avantage à l'heure actuelle, c'est que toutes les salles de vente sont connectées. Donc, on peut acheter. J'ai acheté une magnifique statue d'Emmanuel Philibert en Lettonie, par exemple, hein, une vente aux enchères, sans me déplacer, bien évidemment. J'ai racheté beaucoup d'ouvrages également sur des salles de vente, donc en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Donc beaucoup de ces collections, de cette collection étaient constituées par des achats faits sur le marché des ventes aux enchères. Ensuite, bon, je ne vais pas dire que la source se tarit, mais il y a régulièrement des ventes d'objets de Savoie pour constituer une collection. C'est pas évident, c'est-à-dire qu'au départ, j'achetais aussi des choses sur le Bon Coin. Hein. J'ai trouvé des choses assez extraordinaires sur le Bon Coin, sur des petites annonces, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des achats plus stratégiques. Il y avait donc un certain nombre d'ouvrages euh, qui constituent l'histoire, en tout cas qui sont des marqueurs de l'histoire. Et donc ces ouvrages-là, j'ai pu les racheter pour certains donc chez des antiquaires, notamment à Turin, où les archives de la Savoie sont conservées, hein, où beaucoup d'ouvrages ont été édités à Turin. J'ai fait des achats plus stratégiques, je pense notamment à l'histoire de la Royale Maison de Savoie de Samuel Guichenon, qui est alors c'était un historiographe de la Maison de Savoie, hein, Samuel Guichenon, est originaire de Bourg-en-Bresse. Alors Bourg-en-Bresse c'était la Savoie aussi, ça on le sait pas beaucoup, mais voilà, c'était aussi la Savoie, ça montait jusqu'à Bourg-en-Bresse, effectivement, toute la Bresse, une partie de la Bresse en tout cas était euh, propriété de la Maison de Savoie. Et donc Samuel Guichenon a écrit, c'est un des ouvrages, alors il y a eu d'autres historiens un peu avant, mais c'est un peu plus fantasque. Samuel Guichenon, c'est le premier à avoir écrit donc en 1660 l'histoire de la Maison de Savoie avec des pièces justificatives, donc soit par les actes, soit par les décrets, soit par les lettres patentes, à raconter l'histoire de la Savoie. Donc ça c'est le premier ouvrage, je vais dire, enfin ouvrage, quand je dis ouvrage, il s'agit de 5 livres hein, qui sont absolument magnifiques. Il y a eu une deuxième publication qui s'est faite en 1778, et donc j'ai fait l'acquisition, j'ai pu faire l'acquisition de ces 5 ouvrages à Turin auprès d'un antiquaire. Et puis de fil en aiguille, à force de chercher, d'acheter, de rechercher des objets sur la Savoie, j'ai eu la chance d'être rejoint d'une part dans mon aventure par un deuxième passionné qui est également membre de l'association Savoie Live, qui est Jean-Christophe Beau, qui est un musicien qui est un sonneur de cor. Il sonne le cor des Alpes. Il est musicien également. Alors, c'est pas sa profession, bien que ce soit un musicien de niveau professionnel. Et Jean-Christophe m'a également rejoint dans, dans, dans cette dynamique de collectionneur. Donc, à lui-même aussi constitué des achats de son côté. Et puis, de fil en aiguille, on a eu la chance, la vie est bien faite, hein, on a rencontré il y a maintenant un peu plus d'un an, un monsieur qui a 92 ans aujourd'hui, 92, qui habite dans la région, qui habite en Savoie, et qui toute sa vie a collectionné et a constitué une collection absolument magnifique sur l'histoire de la Savoie. Et donc, par un concours de circonstances, on est rentré en contact avec ce monsieur. Et il a commencé à nous vendre une carte, puis une deuxième carte, et ainsi de suite. En fait, lui, aujourd'hui, se trouve il n'y a pas de personne intéressée dans sa famille autour de l'histoire de la Savoie, et il aimerait transmettre ses collections. Donc, on a lié d'amitié, bien sûr, au fil du temps. On se voit régulièrement. Et donc, ça nous a permis d'accélérer nos acquisitions et de faire des achats absolument qu'on ne pouvait pas imaginer, puisque lui-même a constitué pendant 40 ans une collection absolument fabuleuse. Hein. C'était le plus grand collectionneur d'histoire de la Savoie de France. Hein. Donc, on a la chance d'avoir rencontré ce monsieur, et c'est grâce à lui aujourd'hui où on a pu compléter nos collections à une vitesse absolument fabuleuse en rachetant la plupart des œuvres qu'il possédait. Autour de l'histoire de la Savoie. Donc voilà comment se font les choses. Alors on achète toujours. Hein, il y a tellement d'œuvres. Alors les seules choses que l'on ne possède pas dans la collection,
Ce sont des tableaux, des toiles. Les tableaux sont extrêmement chers. Il faut savoir qu'une toile, ça coûte tout de suite entre 6 et 40 000 euros. Hein. Ah oui, Donc forcément, c'est pas accessible. Bah, on parle de peintures très anciennes, hein, donc forcément, les peintures sont très très chères. Hein. Donc on n'a pas de peinture dans nos collections. Mais à côté de ça, on a une collection absolument remarquable dans plusieurs thématiques, hein, puisque ça va euh, des thématiques de l'armée, de l'histoire. Hein. Je suis très content d'ailleurs, on possède des pièces absolument extraordinaires. Hein. Euh, En 1416, le comté de Savoie va être érigé en duché, donc c'est quelque chose qui est fondamental dans l'évolution d'un pays, puisque un État féodé a une autre puissance, alors qu'un duché est un pays souverain. Et donc, Amédée VIII va pouvoir faire transformer le comté de Savoie en duché. Il sera le premier duc de Savoie. Et donc, pour administrer son pays, Amédée VIII va publier en 1430 une constitution, les Statuta Sabodia. Et donc, cette constitution, qui sera donc publiée en 1430, j'ai la chance, et je savais même pas que ça existait, mais j'ai pu racheter à l'occasion d'une vente aux enchères une version imprimée de 1530. C'est le plus vieil ouvrage imprimé qu'on possède dans notre collection. Et donc, on a une version imprimée des Statuts de Savoie de 1530, publiée par Amédée VIII. Donc, on a des choses absolument remarquables qui constituent nos collections. Et tout l'intérêt de ces collections, ça a été un des arguments majeurs lors d'une négociation avec un antiquaire à Turin, c'est que tout l'intérêt de nos collections, en fait, c'est de les exposer, c'est de montrer ces richesses au public. C'est ça qui agit un peu comme un révélateur aussi lorsqu'on fait des expositions. C'est de pouvoir toucher du doigt ou découvrir, en fait, la profusion de littérature, d'ouvrages, d'œuvres absolument remarquables que l'on possédait en Savoie. Hein. La Savoie va avoir un rôle majeur, hein, est un pays qui est très en avance, ou en tout cas qui va se distinguer au niveau de l'Europe, hein, allié du Saint-Empire, hein, ça je l'ai dit, hein, Saint-Empire romain germanique, mais allié donc également du Piémont, hein, puisque le Piémont viendra possession de la Savoie, des alliances avec la couronne d'Angleterre, hein, dès le XIIIe siècle, avec le mariage d'Aliénor de Provence, qui est la fille de Béatrice de Savoie. Et donc, on va comme ça conjuguer avec la couronne d'Espagne, Charles Quint, Emmanuel Philibert, neveu de Charles Quint, lorsque la Savoie est occupée par François Ier, trouvera refuge donc auprès de la cour d'Espagne. Il en deviendra même le général en chef des armées du Saint-Empire, puisque Charles Quint est empereur du Saint-Empire. Donc, on a comme ça un rayonnement de la Savoie à partir du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, qui est absolument extraordinaire. Hein. On va avoir des souverains précurseurs dans l'histoire d'Europe, hein, puisqu'ils aboliront bien avant la Révolution française donc les privilèges du clergé et du tiers-état et supprimeront donc les droits féodaux, ce qui permettra aux paysans de racheter les terres à leurs seigneurs. En créant d'ailleurs le cadastre, hein, l'origine du cadastre, le cadastre de Savoie, on parle souvent de la map sarde, mais il s'agit du cadastre du territoire de la Savoie, pas de la Sardaigne. Et donc, ce cadastre, il est en lien justement avec cette volonté où le peuple doit devenir propriétaire et pouvoir prélever un impôt plus juste sur la propriété. Donc, c'est quelque chose qui est très avant-gardiste. Hein. La Savoie a été admirée pour sa gestion, son administration et son fonctionnement. On aura des cours de justice qui seront créés, une cour de justice très tôt qui sera sédentarisée à Chambéry, une autre cour de justice bien sûr après avec la naissance du Sénat souverain de Savoie, qui inspirera les autres nations et notamment le code Napoléon, hein, s'inspirera de cette profusion d'organisation et d'administration absolument remarquable au niveau de l'Europe. Hein. C'était un pays très en vue. moderne pour l'époque. Très moderne, visionnaire en tout cas. Mhm. C'est vrai que, d'ailleurs, quand on lit la littérature, c'est assez intéressant. Lorsqu'on lit la littérature
étrangère sur la Savoie. Euh, j'ai souvenir d'un ouvrage où un écrivain au 19e siècle, donc après 1815, après la chute de Napoléon Bonaparte, s'intéresse un petit peu à ce qui se passe en Savoie et s'étonne on connaisse mieux l'Australie que les terres australes que le petit pays qui se trouve à côté de chez nous. Donc c'est un Français qui écrit et il écrit et il dit jamais on ne connu de roi aussi bon pour leur peuple, aussi paternaliste pour son peuple. C'est vrai qu'il y avait un lien très fort, en tout cas une gouvernance qui était assez juste. Ce qui faisait la force de ce pays, c'était la justice. Hein. Donc le Sénat souverain de Savoie, qui est la cour de justice, euh, est quelque chose qui est très en avance. Hein. Amélie VIII créera par exemple, au moment de la constitution du duché de Savoie, dans les statuts de Savoie dont je parlais tout à l'heure, il va créer l'avocat des pauvres. Donc toute personne a droit à être défendue, et l'avocat des pauvres, c'était les plus éminents avocats du barreau qui défendaient les pauvres. Donc ça, c'est un peu le ciment aussi de cette société, hein. Une justice forte, juste. Ça résonne peut-être un peu avec ce qu'on voit dans notre monde contemporain, et surtout un fonctionnement fédéraliste. C'est-à-dire qu'on avait une organisation avec des particularités régionales très en phase avec le régionalisme. Hein. C'est-à-dire on va régler une problématique à Nice qui n'est pas la même que la problématique et l'organisation que l'on doit régler dans le fin fond du Chablais. Donc on avait quelque chose qui était très adapté aux spécificités du territoire, donc ce fonctionnement qu'on retrouve actuellement en Suisse ou aux États-Unis, hein, le fédéralisme, hein. Et donc avec également des pouvoirs décentralisés, hein, donc ça existe depuis très longtemps dans l'histoire de la Maison de Savoie, hein, dès le XIIIe siècle, hein, le XIVe. On va créer donc des bailliages, donc des délégations administratives, hein, pour organiser la gestion du territoire. Donc ensuite il y aura la création des provinces. Donc ce fonctionnement décentralisé, fédéraliste, est aussi un marqueur de cette stabilité, de cette capacité à s'adapter. Bien sûr, comme d'autres pays, la Savoie va traverser durant ces 800 ans des guerres, des maladies et ainsi de suite, mais on sera en tout cas suffisamment intelligent pour trouver des solutions et évoluer en ayant une vision assez avancée, effectivement, et très novatrice sur la société et le fonctionnement de cette société. Donc ça, c'est quand même une caractéristique qui a fait que forcément, au lendemain de la chute de Napoléon, la Savoie va retrouver son roi, et l'Europe s'interroge un peu de ces Savoisiens qui acclament le retour de leur roi. On comprend pas trop, mais forcément il y avait un attachement parce qu'il y avait une stabilité aussi. Hein. On disait mais nous on est bien avec notre roi, on voudrait surtout pas une république. Ici on vit bien, on est propriétaire, on paye pas beaucoup d'impôts. Bon, ben voilà, c'était aussi ça qui était ce lien. Et puis il y avait une particularité aussi, c'est que l'État était peu interventionniste. Hein. On légiférait sur ce qui posait problème. Et non pas sur ce qui ne posait pas de problème. Et on avait aussi les lois étaient accessibles. Hein. On pouvait avoir, alors ça c'est des objets qu'on a, le code des lois. Donc c'est un tout petit document que vous pouviez avoir, enfin un petit document, c'est un livre, mais qui est un format qui doit faire 7 cm par 5 cm, un petit peu épais, que vous pouviez avoir dans la poche. Donc tout le monde pouvait se référer aux lois. Hein, donc c'était aussi quelque chose d'important. Aujourd'hui, il faut on ne rentrerait pas dans une pièce tous nos textes de loi actuels pour faire fonctionner nos pays, quoi. Donc il y avait beaucoup de bon sens aussi dans la gestion et de paternalisme tel que c'était dit dans la gestion de ce pays, quoi. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment un passionné de l'histoire de la Savoie. Vous êtes vraiment très attaché également à cette région maintenant qui anciennement était un pays. Alors vous mettez aussi vos compétences de communicant justement pour moderniser un petit peu. Alors ça, c'est vrai que je trouve ça assez fabuleux. C'est-à-dire vous alliez l'historique
comme vous venez de nous en parler, avec la modernité, l'utilisation des nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, des documents très, très graphiques. Ça aussi, ça fait partie de votre passion, de votre travail, j'ai envie de dire, de démocratiser un petit peu l'histoire de la Savoie par des éléments un petit peu plus modernes. Comme par exemple, je cite par exemple la musique. Vous avez mis en ligne l'hymne Les Allobroges, par exemple, avec un son. Voilà, vous essayez un petit peu d'utiliser les outils modernes pour justement essayer de ramener les gens à l'histoire de la Savoie. Oui, alors absolument, ça c'est pour moi c'est fondamental. Souvent quand on s'intéresse à l'histoire et la culture, c'est un petit côté poussière, vieillot en fait, et je pense que c'est absolument pas ça. Donc l'idée, et en tout cas l'envie, hein, c'est de transmettre euh, de manière ludique et de manière moderne aussi, c'est-à-dire avoir un profond respect pour l'histoire et pour le passé, mais aussi être tourné vers la modernité. C'est la différence que je ferais entre euh, le folklore, hein, on va dire, voilà, bon, j'ai rien contre le folklore, mais le folklore, ça a souvent un petit côté has-been, un petit côté où c'est la perception qu'on en a. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut avoir une histoire très très riche et être profondément ancré dans la modernité. Et c'est un peu la volonté. Alors, j'ai la chance, c'est aussi mon métier qui veut ça. Hein, c'est donc la chance d'avoir travaillé longtemps dans la communication et d'être un bon couteau suisse de la communication parce que je fais beaucoup de choses tout seul. Et puis donc dans mon métier, j'ai été aussi amené à travailler maintenant il y a 2 ans avec les intelligences artificielles, en tout cas à m'intéresser aux intelligences artificielles, qui nous promet une révolution absolument hallucinante, hein, dont on pressent à peine les effets, mais qui va être un rouleau compresseur. Alors on peut en avoir peur ou pas, mais bon, moi je compare souvent les intelligences artificielles avec la création de la roue. Hein. Voilà, c'est quelque chose aussi majeur que la création de la roue. Et bien évidemment, les gens qui transportaient à l'époque, quand ils ont vu arriver à bout de bras des choses, quand ils ont vu arriver la roue, ils ne devaient pas voir ça d'un bon oeil. Et néanmoins, il y a des évolutions technologiques sur lesquelles on ne peut pas lutter. Ben, l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est une évolution majeure, mais néanmoins, l'intelligence artificielle, c'est aussi l'idée, c'est de faire une démonstration qu'on peut la mettre au service de causes nobles, être altruiste avec. Et donc, c'est ce que je cherche à faire aussi en utilisant ces technologies. C'est de montrer, alors je l'ai fait par exemple avec, j'ai produit, je me suis attaqué à une montagne, mais bon, ça c'est normal, on a l'habitude chez nous de gravir des montagnes conséquentes. Donc je me suis attaqué à une montagne, j'ai commencé à réaliser, notamment à destination des jeunes. Alors souvent on me dit ouais mais c'est pas que pour les jeunes. J'ai commencé à réaliser des petites séries de 5 à 6 minutes qui racontent ces 1000 ans d'histoire. En fait je reprends le principe de ma conférence, mais j'ai découpé en petits morceaux et donc je crée des images. Donc j'écris mon texte, j'enregistre ma voix, je crée donc des images à partir de l'intelligence artificielle et ensuite je monte une petite animation pour raconter l'histoire de la Savoie. Donc ces petits épisodes, il y en a 5 aujourd'hui. Plus j'avance, plus je me dis qu'il va y en avoir beaucoup. J'étais parti sur 20-25 et bon, mais voilà, je prendrai le temps qu'il faut. L'objectif, c'est de couvrir ces 1000 ans d'histoire à travers ces animations. Donc, j'ai recours à l'intelligence artificielle pour créer un certain nombre d'images qui permettent de nous plonger dans un contexte historique. Hein. C'est ça qui est intéressant et qui fonctionne aussi, hein, puisque pour finir, c'est très très peu animé, c'est une succession d'images, mais elles sont tellement suggestives que les enfants y trouvent un intérêt profond, et les grands apprennent aussi l'histoire avec. Donc ça, c'est un des usages. Et puis, effectivement, vous parliez de la musique, parce que la musique, c'est un marqueur aussi de nos sociétés, ça l'a toujours été. La musique a toujours été présente, la musique, la poésie, hein, a toujours été présente. Et donc, les intelligences artificielles nous permettent également en tout cas me permettent, à moi qui suis un piètre musicien et encore moins chanteur, de produire de la musique et de la chanson. Et donc, je me suis amusé effectivement à revisiter. Non pas. Alors l'objectif, quand j'ai fait effectivement 9 versions des Allobroges avec des rythmes et des ambiances sonores très différentes de l'original. L'objectif, c'est pas de dire qu'il faut changer ce qui est devenu l'hymne de la Savoie. Hein. L'objectif en fait de cette démarche, c'était
d'amener par un biais moderne un coup de projecteur sur les paroles originelles des allobroges. Beaucoup de gens chantent les allobroges, mais en fait peu connaissent les paroles originelles de Joseph de Seix. Et donc c'était une manière pour moi, à travers ce petit jeu de production musicale, de faire redécouvrir les paroles originelles, parce que je trouve que c'est des paroles qui sont intéressantes à lire et à découvrir, et qui interpelle, hein, ce chant des allobroges, hein, qui est une allégorie à la liberté qui vient trouver refuge dans les Alpes auprès de ces peuples allobroges qui étaient les peuples celtes qui peuplaient notre territoire, une partie de notre territoire, parce que c'est un peu plus que les allobroges. Il ne faudrait pas oublier les Ceutrons et d'autres qui étaient sur le territoire de ce qui deviendra le territoire de la Savoie. Mais donc c'est par ce biais-là également, ou faire revivre des textes anciens. Récemment, on a eu le plaisir de faire l'acquisition de vieilles partitions de chants, dont un chant de Noël qui a été écrit en 1796, hein, avec ce qui est un dialogue entre un ange et les bergers. Et donc j'ai fait revivre cette chanson grâce à l'intelligence artificielle, hein, où je fais chanter en duo un homme et une femme sur ce chant. Et la particularité également de cette chanson, c'est qu'elle a les couplets des bergers en patois. Alors, l'intelligence artificielle, elle chante plutôt bien dans les langues qu'elle connaît, c'est-à-dire un peu plus de 100 langues. Hein. Vous pouvez la faire chanter dans quasiment toutes les langues connues. Mais pour la faire chanter en patois, c'est un peu plus dur. Et donc, je l'entraîne à chanter en patois pour pouvoir également produire des chansons de manière un peu originale. Et Jean-Christophe vient de faire l'achat également d'un ouvrage, un fac-similé qui a été réédité, qui a été édité à 500 ou 600 exemplaires, hein, par Gardet. Gardet Annecy a fait un travail remarquable sur les œuvres majeures de la Savoie autour de la peinture notamment, et également de la musique. Donc cet ouvrage qui est du XVIe siècle, hein, qui est un cahier de musique et de chansonnettes avec des lignes de partition. Beaucoup de ces chansons sont en patois, le franco-provençal, hein, ou l'arpitan, c'est un peu les mêmes choses. C'est des mots différents pour parler de la même chose. Et donc, ce qui va être motivant, ça va être de réussir à faire revivre effectivement ces chansons en faisant chanter l'IA en patois. Et on a bon espoir. En tout cas, ça commence à donner des choses intéressantes. Voilà. À force de l'entraîner, elle devient de plus en plus habile dans la maîtrise de cette langue. Donc voilà, oui, on essaye, en tout cas j'essaye d'amener de la modernité. C'est aussi, alors j'ai écrit quelques raps aussi, hein, je trouve que ça se prête beaucoup pour servir des textes. Et puis c'est une manière d'inviter aussi la jeunesse à apporter un autre regard sur l'histoire de la Savoie, les faire rentrer dans l'histoire de la Savoie par des attributs peut-être plus modernes, plus en phase avec leur génération. Eh ben oui, c'est exactement en tout cas ce que vous arrivez à faire. C'est vrai que loin du côté caricatural, un petit peu folklorique, voilà, c'est d'amener comme ça les jeunes, les moins jeunes, hein, d'ailleurs, par ce biais-là, à l'histoire de la Savoie. Donc je rappelle, Claude Dufour, vous êtes le président de l'association Savoie Live. Savoie Live, donc c'est des conférences, 1000 ans d'histoire de la Savoie, des expositions, on l'a dit, avec des objets remarquables, et le site savoie.live, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tout ce que l'on a dit dans ce podcast, c'est-à-dire les vidéos, notamment les animations, les musiques, les créations graphiques avec cette magnifique fresque. Voilà, donc c'est vraiment un gros travail sur l'histoire et le patrimoine de la Savoie. Merci Claude Dufour d'avoir accepté de répondre à nos questions et de participer à ce podcast. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir contactés. Merci à vous pour votre travail également, parce que vous aussi vous faites vivre à travers vos publications également des morceaux de notre patrimoine. Donc je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui se saisissent un petit peu de cette grandeur passée aussi pour la faire redécouvrir et la partager. Je pense que c'est quelque chose qui résonne dans le cœur de beaucoup de nos compatriotes en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, et on invite évidemment tout le monde à se rendre sur le site savoie.live. Merci.